ce nouveau. Donc maintenant, les outils pour le conseil pendant la grossesse. Donc, il y a une importance des outils pour la recherche d'informations, car il y a une masse énorme de données, il y a une évolution des données. Donc là, j'ai pris le cas le plus connu, celui du thalidomide, quand il a été commercialisé. Dans son AMM, il n'y avait rien de signalé par rapport à un risque tératogène. Et ils avaient mené des essais sur les animaux et ça n'avait rien révélé. Ce n'est qu'à posteriori, après avoir remarqué chez l'homme ces effets tératogènes, qu'ils ont conduit d'autres essais précliniques sur d'autres types d'animaux qui ont confirmé le risque tératogène. Donc, l'importance de ces outils, on le voit, il y a une tendance maintenant, même pour nos collègues cliniciens, où il y a des bases de données pour l'aide au diagnostic. Donc le pharmacien aussi, sur ce plan, il a un certain nombre d'outils qui lui permettent de bien rationaliser le cancer. Donc se baser sur des références, pas sur n'importe quelle documentation qu'on trouve sur l'internet, privilégier des outils électroniques parce qu'ils sont faciles à utiliser et une rapidité d'accès à l'information. Donc là, le premier outil c'est l'ANSM, ex-ASA, c'est l'agence française, c'est l'agence nationale de sécurité des médicaments. Donc cette ANSM, elle est organisée en des groupes d'experts concernant différents domaines. Par exemple, il y a des groupes d'interaction médicamenteuse. Et là, le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe reproduction, allaitement et grossesse, constitué d'une trentaine d'experts qui sont pluridisciplinaires. Donc, ils vont faire une analyse critique des données disponibles. Dans quelles données? Les essais cliniques? Bien sûr que non, puisque un médicament nouveau, on ne peut pas s'aventurer à l'essayer sur une femme enceinte et pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça va être sur la base d'études précliniques sur les animaux et sur la base de données cliniques qu'on recueille après commercialisation du médicament. Donc, c'est des données plutôt d'ordre épidémiologique. Et ils vont aussi prendre en compte le bénéfice thérapeutique du médicament et s'il y a présence d'alternatives, ainsi que les données pharmacologiques. Par exemple, quand je dis que l'insuline est une grosse molécule qui ne traverse pas, donc il n'y a pas à essayer de voir s'il y a des effets tératogènes par rapport à ça. Donc leurs avis sont présents dans le RCP, le résumé des caractéristiques du produit, dans la rubrique grossesse et allaitement. Donc ça c'est le site de l'ANSM, donc par le biais de l'onglet service, on peut directement aboutir, consulter en ligne, l'accès est libre pour voir ces différents RCP. Maintenant le VIDAL, bien sûr tout le monde connaît le VIDAL, on ne peut pas parler d'outils à disposition du pharmacien sans parler du VIDAL. Donc le VIDAL va permettre de rassembler les RCP sur différents types de supports. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut même l'avoir sur notre téléphone portable, donc en quelques clics, et on a l'information. Donc, seulement avec le VIDAL, il faut savoir bien lire et bien utiliser la partie grossesse et allaitement. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait dans une journée avec des médecins, ils disaient que bon, le VIDAL, il laisse un petit peu le médecin se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il faut savoir exploiter ces données. Donc, on aura soit le cas d'une utilisation possible, envisageable, à éviter par prudence, déconseillée, ou bien utilisation contre-indiquée. Donc, là, c'est un petit peu ce qu'on a dit, les experts, l'analyse des données. Donc, ça va se faire à partir des données précliniques et des données épidémiologiques. Donc, par exemple, les données précliniques,
permettent d'avoir un petit peu une idée, mais même si le produit est tératogène chez l'animal, il ne sera pas forcément chez l'être humain. Ensuite, on verra que forcément, ce sera les données épidémiologiques chez l'être humain qui vont avoir un poids important. Donc, par exemple, si l'effet tératogène est démontré, donc là, clairement, on sera dans le cas d'une contre-indication. Si on est dans un cas où l'effet tératogène est supposé, le médicament sera déconseillé. Et ce, quel que soit le résultat des essais précliniques. Même si on avait avec les essais précliniques absence d'effet tératogène, là, c'est le poids prépondérant des données épidémiologiques. Et là, pour dire qu'un produit finalement n'est pas tératogène, il faut avoir une base de données importante. Donc il faut avoir environ 1000 grossesses sans augmentation des risques tératogènes. Donc là, on dira que l'utilisation est possible. Et ensuite, pour le reste, ça sera une combinaison entre les données précliniques et les données épidémiologiques. Donc, nous, on va essayer toujours de se retrouver dans le cas pour l'utilisation des médicaments, toujours de se retrouver dans le cas de l'utilisation possible ou envisageable. Pour le cas des conseillers invités, par prudence, donc, ne pas utiliser sauf s'il n'y a pas d'alternative. Et enfin, les contre-indiqués, ils ne sont pas à utiliser. Comme autre outil, ce sont les centres régionaux de pharmacovigilance. Donc, là aussi, c'est une information donnée par des experts. Il y a des bulletins d'information consultables en ligne. Ils permettent aussi de donner aussi des recommandations d'hygiène. Par exemple, en cas de lombalgie, on ne parle pas seulement du traitement, on va parler aussi des consignes. Maintenant, on passe au centre de référence des agents tératogènes, le CRAT, qui est vraiment un outil formidable. Donc, il est consultable en ligne et c'est l'un des meilleurs sites francophones en la matière. Donc, il permet d'avoir des données concernant la grossesse et l'allaitement, et l'information elle est visible rapidement. Les règles guidant le conseil pendant la grossesse. Donc, tout d'abord, toujours essayer d'éviter d'utiliser le médicament. Essayer de donner des consignes d'hygiène. Ensuite, si on doit utiliser le médicament, ce sera un médicament avec un seul principe actif qui est bien connu. Ensuite, éviter les principes actifs récents ou bien ceux qui sont sans rubrique grossesse. Parce que les principes actifs récents, forcément, on n'a pas suffisamment de recul. J'ai parlé d'homéopathie, mais ça ne nous concerne pas trop. Et si la pathologie l'exige ou les symptômes persistent, orienter vers un médecin. Enfin, médicaments et douleurs pendant la grossesse. Donc là, c'est un petit peu dans le cas de la douleur inflammatoire. Donc, pour ce qui est des antalgiques non opiacés, on va toujours, bien sûr, on a entendu souvent aujourd'hui, ça sera en premier lieu le paracétamol. Pour ce qui est des AINS et de l'aspirine, moi j'ai repris un petit peu les recommandations du CRAT qui émettent une contre-indication formelle à partir du 6e mois. Lors du 2e trimestre, il y a une contre-indication par rapport à une utilisation prolongée. Pour ce qui est des antalgiques opioïdes faibles, donc préférez la codéine, sinon le tramadol. Pour ce qui est de ceux de palier 3, préférez la morphine car il y a suffisamment de données épidémiologiques sur la morphine. Enfin, quand on parle de douleur inflammatoire, donc la composante inflammatoire, comme on ne peut pas utiliser les AINS, donc les corticoïdes peuvent être utilisés sans problème. Enfin, en conclusion, donc les médicaments disponibles, surtout ceux en libre vente, souvent peu ou pas évalués lors de la grossesse. Donc, il est important de prévenir
l'automédication, d'où le rôle du pharmacien. Donc, les connaissances du pharmacien plus la facilité de contact qu'il a avec cette population vont lui permettre de jouer un rôle essentiel et d'être un acteur important de santé publique. Le conseil à l'officine de la femme enceinte permet une valorisation du travail du pharmacien et je vous remercie. Merci pour ta communication. Et sans tarder, nous appelons le Dr Djiba. Normalement, il devait avoir communication ce matin, il y a eu changement de d'auteur pour nous présenter vecteur de médicaments, stratégie intelligente pour le traitement des maladies sévères. Vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, chers maîtres, chers collègues, honorables assistance. Aujourd'hui, je vais vous présenter la communication intitulée Les vecteurs de médicaments. La pharmacie galénique a changé de dimension. Jusqu'à la fin des années 50, la pharmacie n'avait lieu que pour la substance active. La forme d'administration était considérée comme une simple présentation et personne n'imaginait qu'elle pût intervenir dans l'activité du médicament. Le postulat était que la nature et l'intensité des effets biologiques ne dépendaient que de la structure moléculaire de la substance active. Au cours de cette période, quelques auteurs osèrent contester ce dogme, mais l'influence possible de la forme galénique ne fut définitivement admise qu'en 1961, après les premiers articles publiés sur la biopharmacie. Disons les parties prenantes dans l'optimisation des qualités d'un médicament, la recherche galénique s'est fortement développée. Dès les années 70, de nouvelles formes d'administration particulièrement originales sont apparues. Nous citons les systèmes osmotiques, les TTS, les systèmes réservoirs, etc. Au cours des 30 dernières années, les recherches se sont poursuivies et les résultats ont montré que le choix d'une forme de délivrance appropriée pouvait contribuer à l'optimisation des qualités fondamentales de tout médicament, à savoir l'amélioration de la disponibilité, la modulation de la durée d'action, la maîtrise du moment et du lieu de leur effet, l'amélioration de leur ratio bénéfice-risque par le biais d'une distribution plus favorable dans l'organisme, c'est le cas des systèmes vectorisés, et enfin, tout en assurant une meilleure observance au traitement. Parmi ces nouvelles approches, on peut dire que le développement des vecteurs de médicaments a pris aujourd'hui un essor considérable. En effet, l'adressage ou bien la délivrance spécifique des molécules thérapeutiques vers l'organe, un tissu ou bien une cible cellulaire malade constitue un défi majeur pour la prise en charge de certaines maladies sévères, telles que les maladies infectieuses et cancéreuses. Par le biais de notre communication, nous allons vous expliquer le concept de la vectorisation ainsi que de décrire les principaux vecteurs de médicaments utilisés dans la thérapeutique humaine. Nous commençons par le concept de la vectorisation. Alors que vous le savez qu'après une administration extravasculaire telle que la voie orale d'une forme dite conventionnelle et classique, le devenir d'un médicament dans l'organisme peut être décrit par les 4 étapes de la phase pharmacocinétique, à savoir l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Quant à l'absorption, qui correspond au passage du principe actif de son site d'administration à la circulation générale, la recherche galénique a pu mettre au point des formes dites à libération modifiée, présentant une vitesse de libération différente des formes conventionnelles. Nous citons l'exemple des formes à libération prolongée qui permettent de réduire le nombre de prises quotidiennes, voire une seule prise par jour, tout en maintenant les concentrations sanguines au niveau de la zone d'efficacité, permettant ainsi de respecter, si vous voulez, le confort du malade. Quant à la distribution, qui correspond à la diffusion du médicament, c'est-à-dire le principe actif dans l'organisme,
Dans le cas des formes dites conventionnelles ou bien classiques, elle est sous la dépendance de ses propriétés physico-chimiques, de son affinité pour certains types d'organes et tissus, et du débit sanguin irritant. Alors, avec les systèmes conventionnels, la distribution présente quand même des difficultés. Nous allons citer les principales. La possibilité d'apparition des effets toxiques ou bien indésirables due à une distribution non spécifique du principe actif entre le site biologique visé et les autres sites variés. Nous prenons l'exemple classique des molécules cytotoxiques anticancéreuses qui ne visent non seulement les cellules cancéreuses, mais affectent également les cellules saines de l'apparition des effets toxiques. Nous avons également une deuxième difficulté, il y a le problème parfois de la diminution de la biodisponibilité, et cela est dû à une possibilité d'inactivation prématurée de la substance active. Il y a également une difficulté, parfois une impossibilité, d'atteindre certains sites malades dits cachés. Alors, pourquoi pas, au lieu de présenter le principe actif à l'état libre dans une forme conventionnelle, pourquoi pas ne pas le présenter, mais à lier à un vecteur de médicament convenablement choisi. Et dans ce cas-là, la distribution du médicament ne sera plus dépendante des propriétés physico-chimiques du principe actif, mais elle dépend seulement des propriétés du vecteur convenablement choisi en fonction de la cible visée. C'est le principe de la vectorisation. Alors, la vectorisation, son principe alors consiste à rendre cette distribution aussi indépendante des propriétés physico-chimiques que du principe actif et à la soumettre à celle d'un vecteur de médicament convenablement choisi. C'est quoi un vecteur de médicament? Il s'agit de toute structure qui est capable de véhiculer une molécule d'intérêt biologique en modifiant la distribution tissulaire ou cellulaire ou bien l'interaction avec les cibles. Quelles sont les caractéristiques d'un bon vecteur? Il faut qu'il soit atoxique même pour ses métabolites. Il faut qu'il soit biodégradable pour éviter une accumulation toxique lors des administrations répétées. Il faut qu'il possède une taille et une forme convenable facilitant son administration, posséder une grande affinité pour l'organe cible. La liaison entre la molécule active et le vecteur, il faut qu'elle soit stable et réversible. Et enfin, protéger la molécule active contre une éventuelle inactivation prématurée du site d'action jusqu'à la cible visée. L'intérêt de l'utilisation des vecteurs de médicaments en thérapeutique, c'est résumé comme suit. Tout d'abord, l'amélioration de la biodisponibilité en protégeant la molécule active contre l'inactivation prématurée. Deuxième intérêt, c'est qu'avec les systèmes vectorisés, on peut avoir la possibilité d'avoir une action intracellulaire, difficilement à obtenir, voire impossible avec les formes dites conventionnelles. Nous avons l'accroissement de la spécificité d'action, ce qui permet de réduire convenablement les effets secondaires et la toxicité, surtout les molécules anticancéreuses. Quelles sont les technologies possibles pour préparer des vecteurs de médicaments? Dans un premier temps, nous avons les approches pharmaceutiques. Les vecteurs de première génération, représentés par les microparticules pour chimio-embolisation. Nous avons les vecteurs de deuxième génération, représentés par les nanoparticules et les liposomes. Et afin d'améliorer ces vecteurs, nous avons couplé l'approche chimique, c'est l'élaboration des vecteurs de deuxième génération dite furtifs. Nous avons l'approche biotechnologique qui consiste à coupler les vecteurs furtifs à des anticorps monoclonaux pour une reconnaissance spécifique des cellules malades. Cette technologie rejoint la classification donnée en 86 par Benoît, qui consiste à classer les vecteurs de médicaments en 3 générations. Les vecteurs de première génération qui ont pour cible les organes, qui présentent un diamètre supérieur à l'écran. Les vecteurs de deuxième génération qui ont pour cible des tissus, leur taille est inférieure à l'écran. Et enfin, les vecteurs de troisième génération qui ont pour cible les cellules et leur taille est inférieure à l'écran. Nous commençons par les vecteurs de première génération
représentés par les microparticules pour chimio-embolisation. Les microparticules utilisées en thérapeutique anticancéreuse présentent une taille de l'ordre de 100 à 800 micromètres, chargées de substances anticancéreuses. Ils sont testés surtout pour la chimio-embolisation des cancers du foie. D'un point de vue galénique, on peut utiliser des structures pleines, c'est des microsphères, ou bien des structures creuses, c'est le cas des microcapsules. Alors, la chimio-embolisation est une association de la chimiothérapie et l'embolisation. Le médecin, après examen du malade et l'exploration de la vascularisation à emboliser, qui est dans notre cas l'artère nourricière du tumeur du foie, procède par injection par vagues successives des microparticules chargées de substances anticancéreuses moyennant le cathéter au sein de l'artère nourricière de la tumeur. Alors les microparticules, tout d'abord, vont emboliser l'artère, ce qui provoque l'hypoxie cellulaire, et par la suite, ils vont libérer une grande décharge de substances anticancéreuses d'une façon lente et spécifique au niveau de la tumeur, sans toucher les cellules. On prend l'exemple de l'utilisation des microparticules hépasphères chargées de la doxorubicine avec le dosage de 75 à 150 mg avec un produit de contraste utilisé par la chimio-embolisation des tumeurs du foie. Quant à les vecteurs de deuxième génération, ils sont venus, si vous voulez, pour pallier à l'inconvénient des vecteurs de première génération des microparticules. Vu leur taille, ils ne peuvent pas être administrés par voie parentérale. Les vecteurs de deuxième génération sont des nanoparticules. Leur taille est très largement inférieure à un micron, permettant leur administration par voie intraveineuse. Comme dans le cas des microparticules, nous avons deux types d'un point de vue galénique, soit les structures pleines, c'est les nanosphères, qui utilisent une technologie matricielle, soit les nanocapsules, c'est les structures creuses qui utilisent la technologie réservoir. À côté des nanoparticules, nous avons les liposomes, qui sont des structures constituées par une cavité creuse entourée par une bicouche phospholipidique. Cette bicouche ressemble à celle des membranes cellulaires. Alors, avec les vecteurs de deuxième génération, sont des vecteurs atrophisme hépatosplénique, pour lesquels on peut seulement viser la rate, le foie et la moelle osseuse. Pourquoi? Parce qu'une fois administrés par voie parentérale, ils sont reconnus par les opsonistes, le phénomène de l'opsonisation, facilitant leur capture par les macrophages du système réticulo-endothélial. Nous avons deux produits commercialisés. En 1997, la Doloxone, qui sont des liposomes chargés de la dolorubicine. En 1999, nous avons l'Olbusan, c'est des liposomes chargés avec l'amphotericine B, qui est un antifongique. Un modèle expérimental a montré l'efficacité des vecteurs de deuxième génération, montrant qu'un antibiotique vectorisé représenté par des nanoparticules biodégradables était 100 fois plus efficace qu'un antibiotique, c'est un antibiotique administré sous forme conventionnelle. Afin d'éviter le phénomène d'opsonisation, afin d'éviter le phénomène d'opsonisation, nous avons des vecteurs furtifs qui sont c'est le couplage entre l'approche pharmaceutique et l'approche chimique qui consiste à utiliser une chevelure de PEG, évitant leur reconnaissance par l'opsonie, ce qui permet d'augmenter leur temps de résidence vasculaire. Et permettant dans ce cas-là de ne pas viser le foie, la rate et la moelle osseuse, mais d'autres organes autres que le système réticulo-endothélial. Nous avons la spécialité vendue, c'est le Doxil, contenant, bien chargé de la doxorubicine, et le FDA en 2005 a donné l'autorisation de mise sur le marché de la Daraxane, qui est des nanoparticules utilisées dans le traitement du cancer du sein. Et les vecteurs de troisième génération, il s'agit du couplage de l'approche pharmaceutique chimique
et la biotechnologie qui consiste à utiliser des ficteurs fictifs couplés à des ligands de reconnaissance cellulaire spécifique, notamment les anticorps monoclonaux. En conclusion, on peut dire que les recherches menées à l'interface de la physique, de la chimie et de la biologie ont abouti à concevoir des systèmes galéniques submicroscopiques capables de transporter des molécules biologiquement actives au plus près de leur cible. Bien que futuristes, ces avancées ont dépassé le stade de la simple curiosité du laboratoire, puisqu'elles ont déjà donné lieu à la mise sur le marché de nouveaux médicaments pour le traitement des cancers et de certaines maladies infectieuses. Merci pour votre attention. Merci Dr. Jordan pour cette remarquable présentation. Donc sans plus tarder, on va passer à la prochaine communication. C'est la communication du Dr Mehad Shah, la prise en charge de la douleur post-zostérienne. À vous la parole. Chers collègues, mesdames et messieurs, honorables assistants de groupe, avant de commencer mon exposé, permettez-moi de remercier de façon très vive Madame la professeure Willara, ainsi que l'ensemble du comité d'organisation pour leur invitation, l'honneur que l'on fait d'être présent ici parmi vous justement pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est la prise en charge de la douleur post-zostérienne. Dans quel contexte on va parler de la douleur post-zostérienne et sa prise en charge? Justement, il faut savoir que le zona est une maladie virale qui est due au virus varicelle zona. Ça, c'est la première notion très importante à savoir. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est très fréquente chez le sujet âgé, et on va voir que secondairement, cette pathologie qui est fréquente au-delà de 50 ans va constituer dans certaines situations une vraie pathologie handicapante et même invalidante, surtout chez le sujet âgé. Bien sûr, les complications majeures en dehors de la surinfection, c'est la survenue de cette fameuse douleur post-zostérienne. Le but de cette communication, c'est de vous présenter un petit peu une revue rapide sur cette pathologie virale et secondairement les manières thérapeutiques qu'on a pour la prendre en charge. La pathogénie est très importante à comprendre. Pourquoi? On a dit que le virus du zona, c'est le même virus de la varicelle. Pendant l'enfance, on attrape la varicelle qui est une pathologie infectieuse, virale, infantile. Ce virus, lorsqu'il entre dans le corps humain, bien sûr, dans la majorité des cas, on a une guérison. Mais le virus ne disparaît pas totalement du corps humain. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste latent, c'est-à-dire qu'il va rester endormi dans les ganglions sensitifs au niveau de la moelle épinière. Et c'est à l'occasion de certaines situations, telles que l'âge avancé, l'immunodéplétion relative, un surmenage ou bien des circonstances bien particulières, qu'il y a une réactivation rétrograde transactionnelle, c'est-à-dire que le virus qui est présent au niveau des ganglions sensitifs va emprunter les nerfs à partir de la moelle épinière pour revenir et se terminer au niveau des terminaisons nerveuses cutanées. C'est ce qu'on appelle une localisation au niveau d'un dermatome. Et comme vous le savez, les dermatomes, on peut avoir des dermatomes thoraciques, abdominales, au niveau des membres, etc. etc. Et c'est pour ça que la localisation et les manifestations cliniques vont dépendre du ganglion sensitif à partir duquel le virus va faire sa réactivation et bien sûr du nombre de dermatomes qui sont touchés. Maintenant, un petit peu un rappel clinique. Il faut savoir que le zona, en tant que pathologie infectieuse virale, est une pathologie à manifestation cutanée. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une éruption vésiculeuse, douloureuse, localisée à un ou plusieurs dermatomes. Et bien sûr, ça va dépendre de cette fameuse réactivation. Juste de façon un petit peu pragmatique, les gens l'appellent nalphasia. Et bien sûr, ça donne une idée déjà sur cette douleur post-zostérienne. Cette éruption qui un petit peu ressemble à des brûlures, mais qui va secondairement se compliquer par des douleurs qui seront persistantes. Bien sûr, le siège est varié, thoracique, abdominal, mais il y a une localisation qui est très importante et qui est à redouter, c'est la localisation oculaire. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ces complications de surinfection et de douleurs post-zostériennes, il y a un risque accru et majeur de cécité qui peut survenir si le zona, si la réactivation du zona se fait au niveau oculaire. Bien sûr, les deux grandes complications, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les surinfections, c'est-à-dire la surinfection par les bactéries usières telles que le streptocoque et le staphylocoque,
Mais la grande complication qu'on redoute, nous, lorsqu'on a une personne qui présente un zona, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les douleurs associées au zona. Et justement, ces douleurs associées au zona sont de trois types. Il y a ce qu'on appelle les douleurs prodromiques, et on voit que les patients viennent nous consulter des fois sans qu'il n'y ait aucune éruption cutanée. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui vont annoncer dans les jours qui vont suivre l'apparition d'une éruption cutanée douloureuse. C'est pour ça, nous, lorsqu'on voit qu'un patient vient nous consulter pour une douleur localisée, par exemple au niveau thoracique ou abdominal, mais qui est très très localisée, on préfère le revoir dans 2 à 3 jours, le temps que cette éruption apparaisse, pour rattacher sa douleur, bien sûr, à l'éruption du zona. Il y a aussi les douleurs qui sont associées à l'éruption, c'est-à-dire les douleurs qui vont apparaître au moment où l'éruption du zona existe. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ma communication. Ce que je vais vous parler, ce sera par rapport aux douleurs post-ostériennes. C'est-à-dire, c'est des douleurs qui vont persister au niveau de la région où l'éruption est apparue, et ils vont persister parfois plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années. Et c'est ça le problème, c'est des douleurs qui peuvent exister de façon continue dans le temps et poser un vrai problème pour le patient. Ils peuvent même changer sa vie et avoir une atteinte non négligeable à son confort personnel. Maintenant, les caractéristiques rapidement de ces douleurs post-ostériennes, il faut savoir la notion très importante, c'est ces douleurs neurologiques, ça c'est très important, parce qu'on dit douleurs post-ostériennes, mais il vaut mieux les appeler névralgiques post-ostériennes, parce que le virus, lorsqu'il va emprunter le chemin rétrograde transactionnel, il va bien sûr être véhiculé à travers les nerfs. Et c'est pour ça qu'il y aura une dégradation, une détérioration des nerfs, et c'est pour ça que cette douleur est une douleur neurologique qui vont être, bien sûr, l'intensité elle est variable selon les patients. Comme vous le savez, l'appréciation de la douleur est une appréciation qualitative. Certains patients peuvent vous dire que c'est infernal, d'autres peuvent vous dire j'arrive à supporter, j'arrive à vivre, mais quand même je suis gêné par cette douleur. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est la variabilité du type de douleur qu'on note chez les patients. Et c'est pour ça qu'on voit que certains patients décrivent cette névralgie ou bien cette douleur post-ostérienne comme étant une sensation de brûlure, ou bien une sensation de fourmillement, ou bien parfois une sensation de picotement, ou bien parfois une sensation de décharge électrique. Mais ça reste toujours une douleur qui sera localisée. Le type, ça dépendra d'un patient à un autre. Maintenant, le traitement de cette douleur. On a plusieurs moyens thérapeutiques qu'on met en œuvre pour un petit peu essayer de prendre en charge cette douleur handicapante. On a ce qu'on appelle les antalgiques usuels, tels que l'utilisation du paracétamol et des ANS. Et concernant l'utilisation des ANS, j'aimerais bien vous dire que nous, infectiologues, on utilise les ANS seulement dans la douleur post-ostérienne. On n'utilise jamais les anti-inflammatoires et les corticoïdes lorsque l'éruption, elle y est. Parce qu'on considère que l'inflammation, en fin de compte, elle est faite pour qu'on aboutisse à la fin à une cicatrisation, à une guérison. C'est pour ça qu'on utilise les ANS seulement dans les douleurs post-ostériennes et non pas dans les douleurs associées aux zonas. Nous avons aussi les antalgiques opiacés forts tels que le tramadol, qui donnent bien sûr un meilleur résultat que le paracétamol, avec l'inconvénient des éventuels troubles digestifs qu'on peut remarquer et constater avec le tramadol. Nous avons aussi l'utilisation des antidépresseurs imipraliniques. On le voit, et je suppose que plusieurs pharmaciens peuvent recevoir des ordonnances qui sont utilisées dans les douleurs de type névralgique, sont inférieures par rapport aux doses qui sont utilisées avec but d'avoir un effet antidépresseur, leur demi-vie qui est un petit peu longue permettent une prise unique. Il y a un avantage très important à utiliser les antidépresseurs dans le traitement de la douleur post-ostérienne. Il y a aussi le traitement en utilisant les antiépileptiques. Et les antiépileptiques, on a habituellement 3 médicaments qui sont utilisés. Nous avons la gabapentin, mais c'est une molécule qui est plus ou moins bien tolérée. C'est pour ça qu'on se rabatte habituellement sur la pregabalin, qui est mieux tolérée dans la douleur post-ostérienne que sa console, la gabapentin. Mais il faut savoir que lorsqu'on utilise cette molécule, la pregabalin, on l'utilise à dose progressive parce que, bien sûr, il y a toujours cet risque de somnolence, des prises nocturnes, comme ça, s'il y a des effets secondaires ou bien une intolérance, les effets seront minorés, surtout lorsqu'on parle de la carbamazépine qui est utilisée
utilisé de façon préférentielle dans la névralgie faciale et qu'on peut utiliser aussi, surtout dans les formes LP, dans le traitement de la douleur post-ostérienne. Il y a aussi un traitement fort intéressant dans la douleur post-ostérienne, c'est l'utilisation du traitement local. En fin de compte, c'est des patchs adhésifs imprégnés de lidocaïne à 5%, mais qui sont appliqués dans la région où la douleur elle est très forte. Ça donne d'excellents résultats, mais je crois que ce n'est pas disponible en Algérie. Maintenant, un petit récupératif de cet algorithme. L'idéal, c'est de donner la lidocaïne par voie percutanée, par voie locale, utiliser une monothérapie telle que le paracétamol associé au nom au tramadol, utiliser les antidépresseurs en monothérapie, ou bien utiliser les antidépresseurs ou bien les antiépileptiques en monothérapie. Ça, c'est l'idéal, et on voit habituellement que les patients ne répondent pas à cette monothérapie, et on a habituellement en recours à l'utilisation du paracétamol tramadol avec un antidépresseur ou bien avec un antiépileptique. La prévention de la douleur post-ostérienne est capitale. Je termine, c'est l'avant-dernière. La prévention de la douleur post-ostérienne est capitale. Et elle est simple. Et la prévention, elle passe de la douleur post-ostérienne, elle passe par un traitement efficace et précoce, surtout de l'éruption du zona dans les premières heures ou bien dans les 2 à 3 jours qui vont suivre l'apparition de cette éruption. Parce que lorsqu'on traite de façon efficace par les antiviraux, c'est la cyclovir par voie orale, et juste ici j'ouvre une parenthèse, nous lorsqu'on utilise la cyclovir, on l'utilise à raison de 800 mg 5 fois par jour, c'est-à-dire 4 grammes d'acyclovir. Habituellement, on a eu des retours d'ordonnance de certaines officines qui nous disent que c'est une dose très excessive d'acyclovir. En fin de compte, non, parce que l'absorption de l'acyclovir, par voie orale, elle est seulement de 10 à 15%. Et à partir de ces 4 grammes par voie orale, on arrive à obtenir une dose efficace. Et bien sûr, il y a aussi le grand traitement préventif qui est le vaccin. Malheureusement, il n'est pas disponible en Algérie. C'est le même vaccin qui est utilisé pour lutter contre la varicelle, mais seulement la concentration du zona est 14 fois plus importante. Je conclus sans plus tarder pour vous dire qu'une bonne prise en charge bien codifiée et cruciale de cette douleur post-ostérienne, elle permettra surtout l'amélioration de la qualité de vie, bien sûr d'une tranche de personnes qui sont les sujets âgés, où parfois on trouve que leur qualité de vie est déjà amoindrie. Et je terminerai sur, bien sûr, le mot crucial, le mot clé, qui toujours et pour toujours la prévention, est basé surtout sur un traitement antiviral précoce et adapté, basé sur la cyclovir et qui permet de donner des résultats spectaculaires. Et je vous remercie beaucoup. On remercie Dr. Fratchak pour cette communication qui a beaucoup d'informations concernant cette pathologie, honnêtement qui fait peur. Et on a senti le piquant à travers donc, cette communication avec des images qui sont vraiment explicites. D'accord. Donc, si vous permettez, donc on va passer la parole à la prochaine communication qui va être présentée par le professeur Brook, qui va renseigner. Non, parce qu'il a changé. Oui. Donc, je répète, je recommence. Donc, on va passer la parole à Mme Benabed pour nous présenter la communication concernant les interactions médicamenteuses dans la prise en charge de la douleur. À vous la parole. Alors, chers maîtres, honorables d'assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter la communication suivante intitulée « Gestion des interactions médicamenteuses dans la prise en charge de la douleur ». Alors, les antalgiques sont des médicaments utilisés dans diverses indications, notamment les affections rhumatismales, les traumatismes, les douleurs périopératoires et en stomatologie. Donc, autant d'indications qui nécessitent la co-prescription de nombreux médicaments, ce qui peut engendrer des interactions médicamenteuses. Alors, de ce fait, il sera important pour le pharmacien et son équipe de repérer les principaux profils de patients et certaines classes médicamenteuses à haut risque d'interaction médicamenteuse.
Alors, nous nous sommes alors engagés dans ce travail en ayant comme objectif de faire le point sur les principales situations à risque d'interaction médicamenteuse. Est-ce si fréquent? Pour répondre à cette question, nous avons mené une enquête officinale afin d'évaluer qualitativement et quantitativement les interactions médicamenteuses engendrées par l'utilisation des antalgiques. Et enfin, nous allons proposer des recommandations face aux prescriptions comportant des interactions médicamenteuses ainsi que des sources et des outils pour pouvoir détecter et gérer les interactions médicamenteuses. Alors, nous commençons par le paracétamol. Le paracétamol est l'antalgique de première intention dans diverses situations cliniques, notamment chez les patients sous antivitamine K, car ces derniers interagissent avec les principaux antidouleurs, notamment le tramadol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, jusqu'à 2002, il n'y a pas eu d'interaction cliniquement significative entre le paracétamol et les anticoagulants. Alors, entre 2002 et 2004, il a été notifié plusieurs observations de malades sous antivitamine K chez lesquels l'introduction du paracétamol a entraîné une majoration de l'ILR, ce qui augmente le risque d'hémorragie. Par conséquent, il a été décidé de modifier le RCP de toutes les spécialités à base de paracétamol en ajoutant l'association paracétamol-antivitamine K comme interaction médicamenteuse nécessitant une précaution d'emploi, car elle majore le risque d'hémorragie en cas de crise de paracétamol aux doses maximales, à savoir 80 par jour, pendant au moins 4 jours. Le mécanisme impliqué est l'inhibition enzymatique du métabolisme de l'antivitamine K par le paracétamol. La conduite à tenir est de contrôler régulièrement l'ILR et d'adapter éventuellement la posologie de l'anticoagulant oral pendant l'association et après son arrêt. Nous passons aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, les principales situations à risque engendrées par les interactions médicamenteuses des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont le risque hémorragique, l'antagonisme de l'effet anti-hypertenseur et le risque d'insuffisance rénale et le risque d'hypercalémie. Alors, nous commençons par le risque hémorragique. Il peut être observé lors d'associations de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens, association AINS corticothérapie et association AINS anticoagulant. De ce fait, il ne faut jamais associer deux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, car les études ont montré qu'il n'y a pas de gain significatif en termes d'efficacité. Au contraire, on risque d'additionner les effets indésirables, notamment le risque ulcérigène et le risque d'hémorragie digestive. Il en est de même pour l'association AINS corticoïde, sauf dans certaines maladies inflammatoires systémiques évolutives, telles que le lupus érythémateux disséminé et certaines polyarthrite rhumatoïdes revers. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens possèdent une propriété anti-agrégante plaquettaire et ils exposent à un risque d'érosion et d'ulcère digestif. Donc, en cas d'association avec les anticoagulants, il en résulte un allongement du temps de coagulation, ce qui peut augmenter les restrictions de comporte une interaction médicamenteuse à risque hémorragique. Donc, il faut immédiatement contacter le médecin et lui communiquer l'importance clinique de l'interaction ainsi que les alternatives thérapeutiques telles que le paracétamol, la codéine ou la morphine sous l'ordre secondaire. En effet, les anti-inflammatoires non stéroïdiens entraînent une rétention hydrosodée et antagonisent l'action vasodilatatrice des prostaglandines. Donc, ils peuvent engendrer une augmentation de la pression artérielle et ils exposent à un risque d'insuffisance rénale chez les patients dont la filtration glanulaire est dépendante de l'action vasodilatatrice des prostaglandines. Donc, de ce fait, le risque d'insuffisance rénale est beaucoup plus accru en cas d'association avec des médicaments qui exposent à un risque d'insuffisance rénale, tels que les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs angiotensin et les bêta-bloquants. En plus, par leur propriété hypertensive, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent contrecarrer l'effet hypotenseur de ces médicaments-là. Alors, en pratique, l'association anti-hypertenseur AINS est réalisée, cependant, il faut maintenir une surveillance étroite et de la pression artérielle et de la fonction rénale. Nous passons au risque d'hypercalémie. Donc, il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont classés parmi les médicaments hypercalémiants. Donc, ce risque d'hypercalémie, il est beaucoup plus augmenté en cas d'association avec des médicaments hypercalémiants, tels que l'héparine, la trimethoprim, les diurétiques hypercalémiants tels que la spironolactone et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs angiotensin. Donc, l'hypercalémie peut engendrer des troubles du rythme cardiaque et des anomalies de la fonction musculaire. Alors, en pratique, que faire devant une prescription qui comporte un risque d'interaction médicamenteuse d'hypercalémie? Donc, il faut expliquer aux patients les symptômes d'alerte associés à l'hypercalémie, qui sont
les douleurs musculaires, les tremblements et les palpitations cardiaques. Il faut aussi s'assurer qu'un suivi biologique est effectué. Il y en aura, surtout en présence de facteurs de risque qui sont le diabète, l'insuffisance rénale et les antécédents de la poliomyélite. Alors, nous passons à l'enquête officinale. Donc, elle a été réalisée dans le but d'évaluer qualitativement et quantitativement les interactions médicamenteuses engendrées par la prescription des antalgiques. Donc, l'enquête s'est étalée sur une période d'1 mois, le mois de mai 2013, pour des prescriptions comportant au moins un antalgique. Le recueil des données s'est fait à l'aide d'un formulaire comportant des informations sur le patient et la prescription, et l'enquête a été effectuée au niveau de quelques officiers dans la région d'Oran. Alors, pour les résultats, nous avons analysé 72 prescriptions qui comportent au moins un antalgique. Donc, sur ces 72 prescriptions, 70% présentaient au moins une interaction médicamenteuse. Donc, nous avons détecté 94 interactions médicamenteuses pour une moyenne de 1,3 interactions par prescription. Alors, la figure suivante représente la répartition des interactions médicamenteuses en fonction des niveaux de contrainte. Donc, nous remarquons que la majorité des interactions médicamenteuses étaient à prendre en compte. Donc, 30% des interactions médicamenteuses nécessitaient des précautions d'emploi. 7 interactions médicamenteuses étaient déconseillées. Donc, il s'agit de 5 interactions consécutives à l'association de 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens différents et 2 interactions médicamenteuses concernant l'association anti-inflammatoire non stéroïdien et antivitamica le syndrome. Aucune interaction contre-indiquée n'a été détectée pendant notre enquête. Alors, la figure suivante représente la répartition des interactions médicamenteuses selon les risques potentiels. Alors, plus de la moitié des interactions médicamenteuses concernaient l'antagonisme de l'effet anti-hypertenseur. Alors, près d'un tiers des interactions médicamenteuses concernaient le risque d'hyperkaliémie et 7% concernaient le risque hémorragique. Alors, pour pouvoir détecter les interactions médicamenteuses, le pharmacien peut s'appuyer sur divers ouvrages spécialisés référencés et divers logiciels validés. Donc, on cite parmi eux le résumé des caractéristiques des produits du dictionnaire Vidal, la revue Prescrire qui présente l'avantage de répertorier les interactions médicamenteuses selon la pathologie, le thésaurus des interactions médicamenteuses de l'Agence française de la sécurité des médicaments ex-ARSAPS et les bulletins d'information du groupe de travail sur les interactions médicamenteuses publiés sur le site internet TERIA. Alors, une mention spéciale concernant le dictionnaire Vidal expert dans sa version électronique. Donc, il permet la recherche des médicaments en fonction de leur DCI et en fonction de leur nom commercial. Alors, sur l'interface du logiciel, on peut avoir accès à la monographie complète du médicament, ainsi qu'un aperçu sur le médicament, donc sur les interactions potentielles, sur le service médical rendu et le service médical rendu amélioré, les incompatibilités physico-chimiques et les interférences avec les aliments. En plus, ce logiciel comporte un module qui permet la détection des interactions médicamenteuses. Donc, on introduit la prescription et le module détecte l'interaction médicamenteuse avec le niveau de gravité, la nature du risque et la conduite à tenir. Donc, en plus, il propose de substituer le médicament incriminé par un autre médicament dans la même classe thérapeutique qui n'interagit pas. Alors, pour conclure, on dirait que les interactions potentielles des antalgiques sont très fréquentes. Donc, notre enquête a révélé que les interactions avec les conséquences sévères sont rares. Cependant, la rareté d'un événement ne doit pas faire perdre de vue la gravité potentielle des conséquences cliniques. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, je remercie tous les intervenants pour leur communication. C'était très clair, très bénéfique à la fois. Maintenant, donc, le débat est ouvert pendant 5 minutes. La parole est à l'assistance. S'il y a des intervenants qui se présentent. Bien intégré. Il n'y a pas un micro dans la salle? La question s'adresse à M. Marcoulou. Alors, on sait que dans les perturbations du muscle myocardique, comme l'angor, on a la perturbation des taux de troponine qui sont entre 0,1 et 0,6 nanogrammes par millilitre. Est-ce que le dosage de la troponine hautement spécifique apporterait des renseignements supplémentaires quant à la survenue d'un infarctus? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Vous n'avez pas le temps de le détailler. Et
justement, c'est un petit peu l'un des objectifs de l'apparition de cette nouvelle méthode de dosage. Et cette fois-ci, ce n'est pas la troponine I, c'est la troponine T, et qui a fait un effet qui, du point de vue précocité, elle est un peu plus précoce, c'est-à-dire à la 3e heure, on peut avoir des dosages. Et deuxièmement, de point de vue de répétition des dosages, parce qu'il faut répéter les dosages, et au lieu de répéter tous les 4, 5, 6 heures le dosage, ici avec la troponine, la nouvelle troponine T hautement ou ultra sensible, on a la possibilité de répéter chaque 3 heures. Et on le sait, si vous avez un dosage de la troponine HS entre 14 et 50, si vous refaites le dosage, c'est une augmentation de plus de 30%, vous ne refaites plus un 3e dosage. D'ailleurs, si n'importe quel dosage, dans la règle générale, je ne l'ai pas dit, c'est si vous refaites le dosage et que vous avez le double de la concentration, quel que soit le début de la dose de départ, vous parlez d'un IDM. Bien sûr, ici, il faut rappeler comme devant une situation d'une douleur plus ou moins typique dans la carte du myocarde, et dont, j'allais dire un petit peu, le profil de l'ECG n'est pas parlant. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment... Parce que si on a un petit peu le CG qui est déterminant, on ne refait plus pour le diagnostic. C'est l'intérêt justement de ces dosages-là, refaire à la 3e heure. Et ça vous permet de vous classer, ou bien vous êtes inférieur à cette dose de 14 nanogrammes, ou bien vous êtes supérieur, ou bien vous avez un gain de 30%. Et c'est vrai un petit peu la conséquence aussi, c'est que plusieurs personnes à qui le dosage de troponine I de façon classique s'avérait négatif, ils vont être positifs. Et la bonne question, comment peut-on classer ces gens-là? Et ça, c'est l'apparition d'une nouvelle classe de personnes qui sont troponines ultrasensibles intermédiaires positifs. Et ça, il faut revenir aux facteurs de risque. Il ne faut pas oublier la clinique. S'ils sont à un gros potentiel de facteurs de risque, ces gens-là à surveiller. Donc c'est une nouvelle classe qui va un peu encombrer peut-être les urgences, mais qui, un petit peu, on regarde un petit peu. Et s'ils ne sont pas, bien sûr, on va les écarter. Merci beaucoup. Merci, M. Marlot. Oui, c'est notre question de Dr. Maïsé. Concernant les deux communications, douleur abdominale, pancréatite et IDM, je voudrais que le professeur Mahmoud nous parle un petit peu de l'IDM atypique qui se manifeste par des douleurs abdominales, sans douleur thoracique, et que seule la biologie peut poser le diagnostic. Et je le remercie. Merci Charlie, Dr. Maïsé, chef de service de biochimie ici à Skikda, et on est des camarades et des amis de Congo. Et c'est vrai, donc, la médecine et la biologie ne sont pas des sciences exactes, et souvent on est confronté à des situations de la sorte, de trouver en face des myocardes, soit de part de la localisation. Généralement, les localisations antérieures ou postérieures ne donnent pas des douleurs typiques, donc douleurs abdominales. Ou bien, comme je l'ai dit aussi, chez la personne âgée, la personne hypertendue, et notamment à cause de la neuropathie, chez les diabétiques, où on a vraiment pratiquement absence, pas une douleur abdominale, mais c'est vrai, on a des situations où un syndrome abdominal, qui est pris généralement dans une situation de l'exploration de l'abdomen, s'avère une situation plutôt de fausse douleur abdominale, et plutôt c'est un problème thoracique, et notamment l'infarctus du myocarde. Et comme je disais tout à l'heure, ces paramètres biologiques ne sont plus des examens complémentaires, ce sont des examens déterminants. Ils sont beaucoup plus déterminants que la clinique et le CG eux-mêmes. Donc c'est très important c'est dans cette situation-là où la biologie vraiment a son mot à dire. Et de même, la situation est pratiquement la même pour la lipase. On a des situations ou des douleurs qui sont vraiment atypiques. Si vous avez une lipase qui est 4-5 fois la normale, donc ça vous permet de faire le diagnostic et de reconsidérer votre diagnostic. L'amylase, on l'a fait qu'en absence de la lipase. Mais si on a une amylase, on ne peut pas faire la lipase. C'est parfois souvent le cas dans les hôpitaux, pas chez les privés, mais
si elle est 10 fois supérieure, malgré son nombre de spécificité, 10 fois supérieure, vous êtes presque sûr de vos vies pancréatiques. Par expérience, je vous le dis. Merci. Donc il y a des indicateurs biologiques. Je me pose la question. Donc il y a des méthodes classiques pour déterminer ces molécules et pour dire qu'il y a éventuellement, il y a ou il n'y a pas une infarction du myocarde. Y a-t-il ce qu'on appelle une méthode de score? Une méthode de score qui permet de dénombrer ou de mettre un chiffre qui aura une valeur prédictive éventuellement à la survenue de l'infarctus du myocarde. Ce score englobant peut-être donc plusieurs paramètres scorés. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a-t-il une méthode de score qui est appliquée ou qui peut être appliquée éventuellement pour détecter ou diagnostiquer précocement donc la survenue de cette souffrance de la cellule cardiaque? Merci. Ces scores-là, ils ont existé avant. Ils ont existé même avec des logiciels. On faisait plusieurs paramètres, la douleur, l'âge, les marqueurs. Parce que ce qu'on a vu dans cette branche, où il y avait des marqueurs anciens, ces marqueurs-là, il manquait des spécificités, notamment les enzymes. On faisait notamment la CK totale, ce sont des activités, on faisait la CK1B, et on faisait l'ALDH, qui est comme tardive, et son isoenzyme cardiaque à la phase PDH. Ce sont des marqueurs qui manquaient de spécificité. Lorsqu'on n'avait pas un profil électrique, c'est-à-dire qui n'était pas très bien parlant, on a introduit plusieurs éléments cliniques, électriques parfois, et surtout des marqueurs. Actuellement, à ma connaissance, cette situation a vraiment complètement changé. Et maintenant, on a, comment dirais-je, un schéma avec, en 2011, la recommandation de la Société européenne de cardiologie, avec un seul paramètre. C'est-à-dire qu'on s'est approché du marqueur idéal. C'est pas encore le temps, mais on est approché. Donc il y a un algorithme de la douleur supérieur à 50 grammes, s'il y a, même si c'est le CGO à l'ordre apparente, entre 14 et 50, il y a inférieur à 14. Donc c'est un algorithme. À ma connaissance, ils sont tombés en désuétude les logiciels. Merci. Donc il est là. Je peux te poser une petite question? J'ai suivi dans ton intervention que c'était des intoxications par acétamol. Je pose la question, ce sont des intoxications aiguës ou chroniques? Parce que tu as eu accès à l'historique. Le deuxième point, comme tu as parlé d'intoxication volontaire, s'agit-il d'automédication ou de tentative de suicide ou autre chose? Deuxième, c'est même dans le cas d'un danger volontaire, même si c'est volontaire, c'est pas accidentel. L'automédication. Voilà, c'est l'automédication. Et il y avait même des cas parmi les volontaires. Dans 192, il y avait presque 88% exactement, c'était dans le cas de la police, même avant l'association de psychotropes. D'accord. Accidentel, si on se trompe sur les médicaments, sur le contrôle de notre médicament et on prend de paracétamol. Même, par exemple, il arrive, même pour décomprimer, il arrive à l'hôpital, il peut pas jeter du paracétamol, donc on fait de ça, c'est normal, il n'est pas. Bien, je ne sais pas où une secrétaire de direction avait subi une transplantation de foie en prenant du paracétamol. C'est pour dire encore une fois, ce paracétamol qu'on avale à tout bout de champ, il est toxique. C'est sensibiliser un petit peu. Ça, c'est compris, 8 grammes. Donc, c'est 8 grammes, justement. Et il faut aussi, j'ai parlé, c'est l'intoxication sous le paracétamol de 700 mg. Ce n'est pas 1 gramme. Parce qu'un gramme de gros comprimés, donc c'est plus difficile à avaler les comprimés. Par contre, avec 700 mg, heureusement, on n'a pas eu des décès. Heureusement. Comme je vous ai dit, la boîte, c'est généralement. On va à la maison avec une seule boîte. Donc ça se comprimé aussi. Et il y a des génériques aussi qui n'ont absolument aucun effet. Le paracétamol? Ah oui.
Il y en a ceux qui sont très efficaces. Il y en a qui sont très efficaces, mais il y en a beaucoup qui ne valent rien. Il ne faut pas aussi oublier par rapport à la France, c'est pour la France, nous n'avons pas beaucoup de problèmes d'alcoolisme en France. On a moins de justement des facteurs de risque. Donc surtout l'alcoolisme, c'est un facteur de risque. Alors, nous essayons de terminer le débat. Est-ce qu'il y a encore des questions? Dernière question. Peut-être une dernière. Oui, il y a une question. Voilà. C'est une discussion, on le fera pendant la pause café. Nous allons commencer la 4e séance. Et sans tarder, j'appelle Dr Zekouni du service moral de Bon Chercheur Naba, qu'elle va nous parler, monsieur le pharmacien, j'ai mal à l'oreille. Le professeur Belham, messieurs les modérateurs, honorable assistance, permettez-moi de vous soustraire pendant 10 minutes du milieu de la pharmacologie de l'oreille. Sur le plan sémiologique, avoir mal à l'oreille signifie avoir une otalgie. Problème, pardon. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'otalgie. L'otodynie, qui est une douleur d'origine otologique et dont l'affection intéresse essentiellement l'oreille externe ou l'oreille moyenne, et les otalgies réflexes, qui sont des douleurs projetées dont l'origine est extra-auriculaire. L'otalgie est souvent une douleur aiguë, très mal vécue par le patient. C'est un motif de consultation très fréquent et c'est surtout une source d'automédication non négligeable. De ce fait, le but de cette présentation est de faire le point ensemble sur ce symptôme aux étiologies multiples et voir la démarche à suivre pour avoir un bon diagnostic qui va aboutir à une thérapie adéquate. Un petit rappel anatomique, l'oreille est constituée de 3 compartiments. L'oreille externe elle-même constituée du pavillon de l'oreille et l'oreille est le conduit auditif externe. L'oreille moyenne qui comporte la caisse du tympan qui abrite la membrane tympanique, la chaîne des osselets qui se continue derrière le pavillon de l'oreille par la mastoïde et se prolonge devant par la trompe d'Eustache. L'oreille interne est composée par le labyrinthe, le vestibule et la cochlée qui se continue par le nerf labyrinthique ou cochléo-vestibulaire. L'innervation de l'oreille est très complexe, elle est assurée par 4 paires crâniennes, le trijumeau, le facial, le glossopharyngien, le 10, mais également par le plexus cervical. Ces mêmes 4 paires crâniennes innervent également les voies aérodigestives supérieures. De ce fait, toute affection des voies aérodigestives supérieures peut entraîner une otalgie réflexe. Ce qui nous amène à dire que devant toute otalgie, il faut faire un examen ORL complet. Cet examen ORL va débuter par un interrogatoire qui va s'intéresser aux modalités d'apparition de cette douleur, aux habitudes toxiques du patient silonien, aux antécédents pathologiques de ce dernier. Les caractéristiques sémiologiques de l'otalgie, son type, son intensité, son rythme et son mode de survenue. Les signes qui lui sont associés, les signes auriculaires, mais également les signes ORL et les signes génaux. Au terme de cet interrogatoire, on aboutit à l'examen otologique, donc examen de la région auriculaire, du pavillon, examen du tympan, une otoscopie et une acométrie si le patient présente une surdité associée. On examinera également la région périauriculaire, la région parotidienne, les articulations temporomandibulaires, région mastoïdienne, la région cervicale sous-digastrique. On fera un examen neurologique cervico-facial, on examinera la cavité buccale, la dentition, le calome et le pharyngolarynx. Sur le plan des étiologies, je vais vous en citer les plus fréquentes. Au niveau de l'oreille externe, au niveau du pavillon, on peut avoir ce qu'on appelle les auto-hématomes. C'est un hématome du pavillon de l'oreille, collection de sang située entre la peau et le cartilage, très douloureuse, qui nécessite une évacuation par ponction ou par incision associée à un traitement antalgique. On peut avoir également les péricondrites, une infection du pavillon de l'oreille, d'origine staphylococcique ou due au Pseudomonas aeruginosa.
C'est une urgence thérapeutique parce que l'infection décolle le péricantre, qui est le tissu nourricier du cartilage, et elle peut aboutir à l'effondrement de ce dernier et à sa nécrose. Le traitement essentiellement médical, antibiotiques plus antalgiques, si besoin, traitement chirurgical. Le nodule de l'oreille, qui est une affection souvent du sujet âgé de 50 ans et plus, c'est une petite formation située sur l'hélix, très douloureuse, dont le traitement nécessite exérèse vu le risque de transformation néoplasique. Peut avoir également le zonage géniculé, infection très douloureuse, et le docteur Mourad Chasseux tout à l'heure a parlé du zona plus amplement. Le traitement, il nécessite, est une urgence thérapeutique, il nécessite le recours aux antiviraux, mais également aux antalgiques. Il faut faire vite parce qu'on peut, le zonage géniculé peut se compliquer de paralysie faciale. Au niveau du conduit auditif externe, on peut avoir un bouchon de cérumen qui peut faire mal s'il se gonfle à l'occasion d'un bain. On peut avoir également les otites externes estivales banales qui apparaissent généralement à l'occasion de baignade, qui peuvent être plus méchantes chez le sujet diabétique âgé. Ce sont les otites externes malignes. Et dans ce cas-là, il faut l'hospitalisation du patient et mettre le patient sous traitement parentéral pendant 4 à 6 semaines sous trithérapie associée à des antalgiques. On peut avoir également les otites mycotiques et on peut rencontrer également dans le conduit les carcinomes du conduit, qui est une lésion très sournoise, peut passer inaperçue même devant un spécialiste avéré, et c'est une urgence chirurgicale parce que le pronostic peut être rapidement fatal. Au niveau de l'oreille moyenne, l'otite moyenne aiguë se voit surtout chez l'enfant très douloureuse, que ce soit dans sa forme congestive ou bien dans sa forme collectée purulente, pour nécessiter cette collection rétrotympanique. On peut avoir également les mastoïdites qui peuvent compliquer les otites moyennes aiguës, qui font très mal et qui relèvent d'un traitement médical associé à un traitement chirurgical. Les otites chroniques, depuis l'otite séreuse jusqu'aux otites plus compliquées, cholestéatomateuses, et les otites séquelaires d'une gifle ou d'un traumatisme par un coton-tige. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'otite chronique ne s'accompagne pas d'otalgie. Quand il y a otalgie dans une otite chronique, c'est qu'il y a complication. L'otalgie réflexe, au cours de l'otalgie réflexe, l'examen de l'oreille est normal, donc le problème est bien d'ailleurs. On peut avoir les angines bucco-purulentes qui peuvent donner, ou qui donnent souvent, tout le temps, des otalgies réflexes. Les cancers amygdaliens, les cancers du cavum, l'otalgie est souvent un symptôme révélateur de celui-ci. Les cancers du cou, les adénopathies métastatiques, mais également les tumeurs parotidiennes, comme ici, les tumeurs du pharyngolarynx, les troubles de l'articulation temporomandibulaire et de la dentition, et les névralgies. Je ne m'étalerai pas sur les névralgies parce qu'elles ont été traitées ce matin. Les règles de prescription d'un traitement ou du traitement en cas d'otalgie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas recourir au traitement ou au lavage de l'oreille avant d'avoir examiné le tympan. Il ne faut surtout pas prendre des traitements à tort et à travers, sans avoir recouru à l'examen de l'oreille, ni des gouttes auriculaires, surtout si le malade présente des antécédents de perforation de l'oreille. Ce qu'il faut faire, c'est aller chez le médecin en cas d'otalgie. Celui-ci va examiner le malade, va prescrire un traitement et on va aboutir après chez monsieur le pharmacien pour prendre ce traitement. En conclusion, l'otalgie est une plainte fréquemment répandue dans nos consultations, motivant parfois des prescriptions non fondées et des automédications non contrôlées. L'efficacité du traitement est tributaire d'un bon examen clinique afin de mettre la lumière sur l'infection en cause. Merci. Merci. Merci, Dr Zilbouni, pour votre excellente présentation. Sans plus tarder, nous invitons le deuxième orateur, Dr Saad Saleh, pour présenter sa communication intitulée « Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et grossesse à propos d'un cas ». Vous avez 10 minutes de présentation. Ma communication intitulée Anti-inflammatoires non stéroïdiens et grossesse à propos d'un cas. Même si les anti-inflammatoires non stéroïdiens
représente la classe thérapeutique la plus prescrite en monde, il n'en reste pas les plus responsables d'effets indésirables, les plus fréquents et graves. Utilisés pour le soulagement de douleurs d'étiologies diverses, certaines précautions s'exigent quant à leur utilisation chez la femme enceinte. Les effets indésirables de cette classe thérapeutique sont nombreux. La toxicité digestive représente l'effet indésirable le plus préoccupant, suivi d'effets d'athlètes de toxicité rénale et cardiovasculaire. D'autres effets peuvent se manifester, tels que des athlètes hépatiques, hématologiques et allergiques. Suite à ces effets indésirables, certaines contre-indications sont à retenir, à savoir des antécédents d'allergie, ulcère gastro-duodénal, d'insuffisance hépatique ou rénale et de maladies hématologiques et de grossesse. Donc l'objectif de notre étude est de rappeler aux professionnels de santé cette dernière contre-indication, de discuter les données d'innocuité et les risques des AINS propres à chaque stade de la grossesse, montrer le rôle du pharmacien dans la prévention des effets indésirables des AINS chez la femme enceinte à travers un cas réel recensé dans le service de pharmacovigilance de l'EHU d'Oran. C'est en 1969 qu'on voit publier pour la première fois dans l'espèce humaine le cas d'un nouveau-né de 37 semaines qui présentait une insuffisance cardiaque à la naissance avec constriction du canal artériel. Il faut savoir que la mère de cet enfant a utilisé de l'aspirine pour le traitement du polyarthrite rhumatoïde pendant les 15 jours précédant l'accouchement. Donc je tiens à vous présenter quelques données des effets indésirables de cette classe thérapeutique chez la femme enceinte. En mars 2008, l'ARSAT a rapporté un cas intéressant concernant une femme enceinte kinésithérapeute de profession. À sa 22e semaine d'aménorrhée, elle présente une oligoamniose sévère avec une diminution des mouvements actifs du fœtus. Il faut savoir qu'elle utilisait 2 à 3 fois par semaine un gel d'acide glucinique dans le cadre de massage sanguin. Donc l'exposition a été tout de suite arrêtée. À la 25e semaine d'aménorrhée, l'échographie était normale. Elle a accouché à la 41e semaine d'un nouveau-né avec bilan normal. Un deuxième cas, il s'agit d'une femme enceinte à sa 36e semaine. Elle s'est présentée au service des urgences pour une migraine rebelle aux antalgiques. Le médecin de garde lui avait administré du diclofénac en intramusculaire. Le lendemain, la patiente ne perçoit plus les mouvements de son fœtus. Le diagnostic posé était une souffrance fétale avec anomalie du rythme cardiaque. Une césarienne en urgence a été indiquée. Vous revenez s'il vous plaît. Et le fœtus a été réanimé pour détresse respiratoire. L'évolution était favorable après 1 mois. Voici un aperçu sur le risque de l'utilisation de ces molécules pendant la grossesse en fonction de la voie d'exposition et du stade de la grossesse. L'absorption cutanée des AINS peut atteindre 20%, même après une seule application. La résorption est de plus en plus importante que la zone est lésée, bien vascularisée et que l'application est répétée, y compris en usage professionnel chez les femmes kinésithérapeutes enceintes. En cas d'utilisation systémique, on remarque une légère augmentation du risque de fausse couche en exposition préconceptionnelle. Ce risque est de plus en plus important que l'exposition se fait dans les semaines qui suivent la prise du médicament. D'ailleurs, une étude de cohorte effectuée aux États-Unis en 2007 le confirme, montrant que le risque relatif de fausse couche chez la femme enceinte en cas d'utilisation d'AINS est de 1,8. Ce risque augmente si l'utilisation est proche de la conception à 5,6 et il est de 8,1 si on utilise l'anti-inflammatoire non stéroïdien plus d'une semaine. Les données sur l'exposition au premier trimestre sont d'importance variable en fonction des molécules. Aucun élément inquiétant, notamment malformatif, n'est retenu à ce jour. À partir du début du 6e mois de grossesse, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent induire une toxicité fœtale ou néonatale, cardiopulmonaire ou rénale, parfois irréversible, voire fatale. Ces atteintes sont consécutives à une inhibition de la synthèse des prostaglandines fétales et néonatales. Or, ces dernières sont nécessaires à la persistance du canal artériel et à la régulation de la fonction rénale du fœtus.
permettez-moi de vous présenter un cas recensé dans notre service concernant une prise accidentelle d'un anti-inflammatoire non stéroïdien par une femme enceinte. Il s'agit d'une patiente répondant aux initiales FA, âgée de 38 ans. À sa 28e semaine de grossesse, elle présente une hypertension gravidique pour laquelle elle est mise sous nicardipine. Les chiffres tensionnels n'étant pas réductibles, le clinicien a décidé de lui ajouter de l'alpha-méthyldopa. Ce dernier étant commercialisé sous le nom de l'Endomètre, le dispensateur l'avait confondu avec l'Endomètre, qui est le nom commercial d'un anti-inflammatoire non stéroïdien contre-indiqué chez la femme enceinte à partir du 6e mois. Cette erreur de prescription avait coûté la vie au fœtus. Il s'agit d'une erreur fatale qui aurait pu être évitée si le pharmacien avait pris la précaution de s'informer sur l'état physiopathologique de sa patiente. À travers ce travail, quelques recommandations ont été retenues, à savoir l'utilisation des AINS est contre-indiquée chez la femme enceinte. Cette contre-indication devient absolue à partir du 6e mois de grossesse, quelle que soit la voie d'administration. Aux doses anti-agrégantes, il est possible d'utiliser l'aspirine, quel que soit le terme de la grossesse. L'ordonnance doit être explicite et les médicaments doivent être prescrits de préférence en décibels pour éviter le risque de confusion entre spécialités. Le pharmacien d'officine doit toujours s'informer sur l'état physiopathologique de son patient. Donc, en conclusion, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont sans doute la classe pharmacothérapeutique la plus utilisée aussi bien en automédication qu'en prescription. Ce sont cependant les principaux fournisseurs d'effets indésirables souvent graves. La banalisation de leur prescription, y compris en cours de grossesse, exige une attention particulière des professionnels de santé pour éviter le risque néfaste. Donc le rôle du pharmacien d'officine n'est pas négligeable, il doit être bien sensibilisé sur ce risque, ceci car la délivrance se fait directement chez lui, parfois même sans avis médical. Les AINS peuvent être utilisés en automédication, même que les femmes, sachant que les femmes enceintes ne sachent pas parfois la gravité, ne les reconnaissent pas en tant que telles. D'où le rôle informatif des professionnels de santé. Et merci pour votre... Merci, Dr Salah. Donc, je vais appeler Dr Belhani, pharmacien chef du CHU de Rabat, pour nous parler de contribution du pharmacien dans la prise en charge de la douleur cancéreuse au CHU de Rabat. La douleur est définie selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur comme expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, liée à des lésions tissulaires réelles, potentielles ou décrites en des termes évoquant de telles lésions. La douleur est très fréquente en cancérologie. Elle peut être aiguë ou chronique. Quand elle est chronique, c'est-à-dire au-delà de 3 à 6 mois, elle devient une maladie en elle-même avec des mécanismes divers. Il n'existe pas une douleur, mais plusieurs. L'intensité de la douleur est notée par le patient grâce à une échelle de visualisation analogique EVA. La douleur concerne 30 à 50% de patients en phase active de la maladie, c'est-à-dire au début de la maladie, 65% à 95% en phase avancée ou terminale, c'est-à-dire en phase métastase. Les causes de la douleur sont 3. La plus fréquente, c'est la tumeur primitive et les métastases qui représentent 67%. Le traitement qui représente 27%, certaines drogues provoquent la douleur, comme les facteurs de croissance, exemple l'opogène. La présence d'une pathologie intercurrente. Les types de la douleur sont souvent multiples associés. Le type le plus fréquent en cancérologie, c'est la douleur osseuse. La première cause de la douleur osseuse, c'est la métastase. Pour le cancer, ostéophile, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du rein. Le deuxième, c'est le myélome multiple et enfin l'envahissement locorégional. Le deuxième type, c'est la douleur viscérale par accès de nociception. Et enfin, la douleur par atteinte du système nerveux qui est secondaire et qui est soit par infiltration ou compression, chimiothérapie neurotoxique, post-chirurgie et post-herpétique. Le traitement de la douleur comporte 2 volets.
Le premier volet, c'est étiologique. Ça concerne la pathologie en elle-même, qui comporte soit la chirurgie, soit la chimiothérapie, soit la radiothérapie, soit associée. Le deuxième volet, c'est symptomatiquement spécifique du cancer, c'est l'utilisation des antalgiques dans le chef de file des oncologues. Le choix et les modalités du traitement antalgique dépendent essentiellement du mécanisme agrogène en cause, mécanisme de la douleur, de l'intensité de la douleur et des contre-indications propres à chaque molécule. L'évolution de la norme permet de vérifier que le traitement antalgique est adapté. L'OMS a établi une échelle qui encadre la prescription des antalgiques, palier 1, palier 2 et palier 3. Le passage d'un palier à un autre est effectué lorsque le traitement du palier précédent utilisé à dose optimale est insuffisant ou inefficace. Une douleur intense ou très intense peut relever d'emblée la prescription d'un morphinique. La prise en charge de la douleur est une tâche complexe qui nécessite l'intervention de plusieurs intervenants, de plusieurs spécialistes, dont le pharmacien qui intervient dans toutes les étapes. Le traitement de la douleur fait l'objet d'une demande fréquente au comptoir du pharmacien dans plus de 90%. Pour ce but, nous rapportons notre expérience dans la prise en charge de la douleur cancéreuse avec la collaboration avec le service d'oncologie CHA-NOVA. L'étude a été faite sur l'année 2012 ayant répertorié toutes les commandes, toutes les demandes faisant face à la douleur émanant du service d'oncohématologie qui prend en charge la douleur d'origine hématologique, tout ce qui est anémie hémolytique congénitale, douleur osseuse au cours de l'écose, myélome multiple. En plus, il y a l'hôpital de jour qui traite le cancer, les cancers solides et certaines hémopathies, le cancer hématologique. La douleur constitue un maillon très fort dans cette prise en charge. À côté des commandes spécifiques de chimiothérapie, des antibiotiques, des dispositifs médicaux pour le service, vient la commande quotidienne des antalgiques allant du palier 1 au palier 3. Toutes ces commandes sont prescrites par le médecin traitant, délivrées par le pharmacien. La consommation en chiffres pour les 3 molécules durant l'année 2012 est mentionnée dans les tableaux suivants. En passant par le paracétamol solution injectable à 1 gramme, la consommation mensuelle moyenne est de 529 ampoules. La deuxième molécule, c'est le Talgesic, le buprenorphine, solution injectable 0,3 mg, donc la consommation moyenne mensuelle est de plus de 125 ampoules. Là, il faut dire qu'il y a une rupture de Talgesic durant la période de juin allant jusqu'au mois d'août, ce qui explique la décroissance de la groupe, donc une diminution de la consommation. Le sulfate de morphine, au cours de l'année 2013, nous avons consommé 2511 gélules de 60 mg et une consommation moyenne mensuelle, plus de 200 gélules ont été commandées et consommées par le service d'oncohématologie. Le service de pharmacie clinique doit être à la fois rentable, donc il veille à la disponibilité des antalgiques et utile sur le plan clinique pour constituer une option viable. La prise en charge de la douleur cancéreuse est une tâche complexe qui nécessite souvent la participation d'intervenants issus de diverses sphères d'activité. En conclusion, on traite la majorité des patients atteints de maladies chroniques dans la douleur. Il est donc important que les professionnels de première ligne puissent répondre de façon adéquate et efficace aux besoins de ces personnes. Intrication interdisciplinaire dont l'acteur principal est le pharmacien de la PCH qui est responsable de la délivrance des antalgiques. Cette figure nous montre la contribution de tout le personnel de santé, commençant par la pharmacie centrale des hôpitaux, avec la collaboration du médecin prescripteur, le pharmacien, dans le but de soulager le malade. Merci pour votre attention. Merci.